Dans ce vidéo du chapitre 44 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 4.6 de Séguin, section qui s'intitule « Le champ magnétique généré par un long fil rectiligne ». Il s'agit maintenant de la situation 2, qui s'intitule elle-même « L'endroit où le champ magnétique est nul » et dont on peut prendre connaissance à la page 378 de Séguin. Après la lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de reprendre la situation 1, les deux fils de la situation 1, et maintenant, de trouver un endroit, donc c'est l'endroit qui est inconnu, où est-ce que je vais avoir un champ magnétique qui est nul. Évidemment, le tableau de données est pratiquement pareil, si on veut. J'ai le même type de tableau de données, j'ai mon premier fil, mon deuxième fil, mais au niveau du point P, ce sont maintenant les coordonnées qui sont inconnues pour obtenir un champ magnétique égal à 0 à cet endroit-là. Si j'ai à schématiser cette situation-là, donc ça va être très similaire. Ce qui va apparaître en premier, ça va être mon système de coordonnées avec mes deux fils. La deuxième affaire que je voudrais ajouter à mon dessin, c'est l'endroit où j'estime, où je pense que le point P va être. L'endroit où lorsque je vais faire B1, le champ magnétique créé par I1, plus B2, le champ magnétique créé par I2, ça va me donner un champ magnétique de 0. Donc il faut que les deux vecteurs soient l'un opposé à l'autre et de même longueur si on veut. Première remarque, il faut réaliser que cet endroit-là ne peut pas être ailleurs que sur l'axe des X. Si je mets le point P n'importe où ailleurs, quand je vais faire mon addition vectorielle, ça ne pourra jamais donner un 0. Pour ce faire, on va retourner momentanément sur la situation 1, qui est illustrée ici. Je vous rappelle que si je me mets n'importe où dans l'espace, le point P, je vais toujours additionner deux vecteurs. Ils vont être différents des deux vecteurs qui sont ici, mais ça va être deux vecteurs qui vont avoir un certain angle l'un avec l'autre. Ils ne se feront jamais face. Pour que les vecteurs soient face à face, il faut au minimum que mes deux cercles se rencontrent de façon tangentielle comme ceci, pour que quand je vais dessiner un vecteur, exemple celui-là qui est tangentiel à I2 aurait cette direction-là, puis celui-là qui est tangentiel à I1 aurait également cette direction-là quand je viens de dessiner sur son cercle. Évidemment, que je me mette n'importe où présentement entre les deux courants, ça ne me donnera pas un résultat intéressant parce que justement mes deux vecteurs que je dessine sont dans le même sens, donc ils vont s'additionner. On voit la tangentielle à I1 va vers le haut, puis la tangentielle à I2 va également vers le haut. Quand je vais additionner les deux vecteurs, je ne les annule pas. On va maintenant retourner au dessin propre à la situation 2. On vient de voir là, que si on se mettait quelque part entre les deux fils, j'allais additionner deux vecteurs qui sont dans le même sens. On pourrait se demander maintenant si je mets un point P quelque part ici. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai grossi mes cercles là, pour qu'ils arrivent à peu près ici. Là. Je ne les ai pas mis au même endroit pour qu'ils soient un petit peu un à côté de l'autre. Le vecteur créé par I1, il faut qu'il tourne. Rappelle la règle de la main droite, mettez votre poing, le pouce sortant, le point tourne comme ça. Donc I1, c'est le vecteur qui est ici sur sa circonférence. I2, c'est l'inverse parce que le courant est rentrant. Donc, sur la circonférence, je mets un vecteur par en bas. Donc, il est possible d'additionner ces deux vecteurs-là, ça donne 0 à condition qu'ils soient égales. Mais si je me mets ici, je suis toujours plus proche de ce fil-là que de ce fil-là. Puis, I2 est plus grand. Étant plus proche, ça veut dire déjà que ce vecteur-là serait plus grand. Puis, en plus, je suis plus proche de quelque chose de plus intense. Je serais encore plus grand que l'autre vecteur. Donc, c'est impossible de les additionner et que ça donne 0 à cet endroit-là. Donc, toujours un endroit où ils peuvent se faire face à face. Il me reste à étudier qu'est-ce que ça ferait s'ils seraient de ce côté-là du fil. Donc, maintenant, là, je les ai dessinés approximativement de ce côté-là du fil. Le courant créé par I1 tangentiellement à son cercle va être par en bas. Le courant créé par I2 tangentiellement à son cercle va être par en haut. Et maintenant, le point P quelconque à quelque part ici va être plus proche du fil de faible intensité que du fil de haute intensité. Ce qui fait que la distance va pouvoir venir compenser le fait que I2 est plus grand que l'autre. Fait qu'il y a un endroit quelque part dans l'espace que je ne connais pas, de ce côté-ci, où les deux vecteurs, quand les cercles vont avoir exactement la même grandeur, pas la même grandeur, mais qui vont arriver au même point, comme ceci, que j'ai une chance, pas que j'ai une chance, qu'il y a un endroit dans l'espace où ces deux vecteurs-là vont s'annuler. Je ne sais pas exactement où est ce point P-là, c'est ce qu'on va calculer, mon inconnu.
mais déjà je peux estimer qu'il est de ce côté-là des fils, que les deux vecteurs vont être de la même longueur à cet endroit-là, que quand je vais faire B1 plus B2, ils vont pouvoir justement être égal à 0. Bon, évidemment, pour se rendre à cette version-là de mon dessin, vous avez vu que j'ai fait d'autres dessins que j'ai soit qu'on peut les faire mentalement puis estimer qu'il faut être à cet endroit-là, ou soit qu'on se fait des brouillons jusqu'au temps qu'on a une idée de où est le point P. Un coup qu'on s'est fait cette idée-là, ben déjà, on peut dire que Y est égal à 0, puis c'est pas lié à aucune formule de physique, c'est juste lié à tout le processus d'analyse que je viens de faire. Donc, par analyse là, de la géométrie de mes deux fils, je déterminerai que YP, la première inconnue que je cherche, est égale à 0. Ce n'est pas une formule de physique, c'est tout simplement mon analyse qui m'amène à ça. Et pour YP, ben même chose, c'est un peu mon analyse qui m'amène à dire qu'il va être de ce côté-ci, ça va être un YP qui est négatif. Évidemment, je vais prendre une formule qui va faire apparaître, qui va avoir un lien avec les B. On a vu la formule tout à l'heure, on pourrait déjà l'écrire, mais on voit que dans la formule, j'ai mu0, i, 2pi, puis j'ai r, j'ai rien qui fait référence à xp. Donc, il faudrait déjà que par mon analyse, je reviens en arrière, c'est pas la formule que je vais décacher en premier, mais que je fasse un lien entre xp et les rayons de mes cercles. Ben, xp correspond aux rayons de ce cercle-là. Si je décache mes deux rayons, là, ben, ma cote ici, qui est la cote de mon rayon de cercle, correspond aussi à la cote de xp. Sauf que XP, ça va être une valeur négative, alors que le rayon du cercle, c'est toujours une valeur positive qu'on donne. Donc, mon analyse, encore une fois, m'amène à dire, première version que je vous l'écris, je le mets en rouge, mais de dire que ma valeur de rayon, ben, c'est ma valeur de XP en valeur absolue. J'aurais pu le laisser comme ça, dépendant des calculatrices qu'on utilise, la puissance des calculatrices qu'on utilise, elle pourrait réussir à travailler avec ça. Sauf que quand on a des valeurs absolues, déjà, ça dédouble les valeurs que la calculatrice peut nous retourner, parce que pour la calculatrice, un moins 2 puis un plus 2, c'est la même chose en valeur absolue. Tandis que moi, je sais déjà que ma solution qui m'intéresse, c'est celle, par exemple, qui serait égale à moins 2. Je ne dis pas que la réponse va être moins 2, là, mais je l'avais dessiné à moins 2 ici. Donc, mon rayon, si on veut, ou mon XP, va être égal à R. De l'autre côté, je vais avoir mon R. XP est égal à R, sauf que R, c'est une valeur positive. Dans ce cas-ci, c'est vrai, c'est une valeur de 2, alors que XP, c'est une valeur de moins 2. Donc, en enlevant la valeur absolue, il faut que je dise que XP est égal à moins le rayon. Puis ça, les calculatrices travaillent beaucoup mieux là, quand la valeur absolue est disparue. Puis l'être humain aussi, là, si je ferais les mathématiques de façon conventionnelle, ben justement, quand on veut faire disparaître la valeur absolue, ben c'est le genre de raisonnement qu'il faut faire également. Donc, j'ai une équation pour mon point d'interrogation. Ça a fait apparaître le R, une inconnue supplémentaire. C'est là que je vais écrire comment calculer le B qui contient justement le R. Donc, l'équation de ce chapitre-là, que j'adapte au B1, parce qu'évidemment, quand je cherche le XP, ben, j'aurais pu l'adapter aussi au B2. Les deux font, donc je vais commencer par le B1. Logiquement, celui qui a le plus petit chiffre. mu0 fois i, ça va être mu0 fois i1. i1, j'ai sa valeur de 4, donc ça va être mu0 fois 4, divisé par 2pi, fois r1. r1, ben, n'est pas connu. Il n'est pas plus connu que xp. Donc, je viens d'écrire une troisième équation, troisième fois que je mets du vert. Et j'ai rajouté une nouvelle inconnue là, qui est B1. Évidemment, je suis dans un problème puisque je superpose des champs. Donc, si je veux rajouter une équation pour B1, ben, je peux faire son lien avec B2, donc application du principe de superposition sous forme vectorielle qui n'a pas d'intérêt. Les deux vecteurs sont sur l'orientation Y, donc je vais faire la superposition selon l'axe des Y. C'est la même chose qui est écrit, c'est juste pour me rappeler que dans cette équation-là, le B résultant est égal à 0, mais je vais le faire officiellement selon l'axe des Y. Donc, c'est B résultant Y est égal à B1, Y plus B2, Y plus tous les autres champs qui pourraient contribuer. Évidemment, dans ce problème-là, ben, les deux premières lignes se ressemblent parce qu'on a juste B1 puis B2. Là, j'ai mon 0. Si la résultante est égale à 0, ça veut dire que sa résultante selon Y est égale à 0 également. Le B1 est par en bas, purement sur l'axe des Y. Donc, ça va être un moins B1. B1Y se remplace par moins B1. Plus B2 est purement sur l'axe des Y, donc B2Y se remplace par plus B2. Je viens d'écrire, utiliser ma quatrième équation de physique,
Et j'ai fait apparaître une cinquième inconnue qui est B2. Et maintenant, ça va me prendre quelque chose, une équation qui a un lien avec B2. Évidemment, je n'ai utilisé que ce concept-là qu'une fois présentement. Donc, je peux utiliser le même outil de physique pour écrire une équation pour B2. B2 va être égal à mu0 fois I2 qui va être du 8 ampères divisé par 2pi multiplié par R2. Donc, je viens d'écrire, utiliser une cinquième équation et j'ai fait apparaître une sixième équation qui est une sixième inconnue qui est R2. Je dois donc trouver quelque chose qui me permet de calculer R2, soit une équation de physique ou soit une analyse de la situation sur mon dessin qui ferait un lien avec une variable déjà existante. Évidemment, R2, la position où je mets ce grand cercle-là, dépend de l'endroit où je mets XP également. Donc, il y a sûrement un lien à faire entre R2, XP et des variables connues. Donc, R2, c'est le rayon de mon grand cercle ici. Il se rend jusqu'à XP. Il se trouve à correspondre, déjà, je connais jusqu'ici, c'est la valeur du 3 qui est ici, donc c'est une donnée connue. La distance entre ces deux fils-là correspond à la coordonnée du deuxième point. Et à ça, il me manque la deuxième partie ici. La deuxième partie ici, c'est XP. Donc, je pourrais dire que le rayon du cercle, c'est 3 plus le point XP. Évidemment, valeur absolue, parce que XP est négatif. Donc, si le dessin est vrai, ce qui n'est pas le cas, j'aurais 3 plus moins 2. Ici, 3 plus moins 2, ça donnerait 3 moins 2, ça donnerait 1, c'est pas vrai. Alors, je veux que ça donne 5. Donc, il faut que je fasse 3 plus 2, il faut que je prenne la valeur absolue de XP. Donc, première façon de l'écrire, c'est de dire que je prends 3 plus la valeur absolue de XP. Je vous mentionne encore une fois que les calculatrices sont pas extrêmement performantes, même les meilleures, comme la mienne, ne sont pas extrêmement performantes avec les valeurs absolues, donc je peux l'écrire autrement. Ici, si c'est vrai, les coordonnées qu'on a en haut, c'est 3 plus valeur absolue de moins 2, donc XP vaut moins 2. C'est pour ça que dans la calculatrice tout à l'heure, moi je vais programmer 3 plus moins XP. Je vous rappelle que XP, la calculatrice est supposée de me calculer une coordonnée négative. Moins quelque chose, dans le cas du dessin qu'on a fait en haut, moins 2, ça donne plus 2. La parenthèse ici va donner 3 plus 2. Il va me donner ma valeur de 5 sur le dessin en haut. Évidemment, je ne sais pas si c'est vraiment moins 2, ça ne l'est carrément pas, parce que quand je saisis toutes les équations, les 6 équations à 6 inconnues que je viens de déterminer, tel que c'est fait ici, vous voyez, là, il me manque la sixième équation, on la voit en haut ici. Vous voyez, je n'ai pas programmé des valeurs absolues, j'ai mis 3 plus moins XP, puis j'ai fait la même chose pour YP, j'ai mis, pas pour YP, mais pour XP, j'ai mis XP est égal à moins R1 au lieu de travailler avec la valeur absolue. La calculatrice me retournait deux champs magnétiques qui ont la même valeur. Le YP était déjà égal à 0, ça allait être automatique. Et le XP est égal à moins 3. Pas moins 2, mais moins 3. Et les rayons, c'est 3 puis 6. Oups, intéressant, le rayon 2, c'est le double du rayon 1. J'ai transcrit les valeurs retournées ici, avec la remarque que le rayon 2, c'était 2 fois le rayon 1. Le rayon 2, c'était 2 fois le rayon 1. Quelque part, c'est très logique, compte tenu de la formule pour calculer B, qu'il n'y a pas de carré comme tel dedans, que tout est donc toujours proportionnel à un paramètre ou inversement proportionnel à l'autre, sans avoir de carré. Si le courant était le double sur un fil, ça veut dire que pour réussir à avoir la même valeur de B, quand je double la distance, quand je double le courant, il va falloir que qu'il y ait un rapport de 1 à 2 aussi au niveau du R. Si je double le paramètre d'en haut, le I, il va falloir que je diminue de moitié le paramètre R. Donc, les deux vrais cercles ne devraient pas être comme illustrés ici, mais plutôt illustrés à XP égale moins 3. Donc, on aurait un rayon de 3 pour le petit cercle, puis un rayon du double pour le grand cercle, 3 puis 6. Donc, quelqu'un d'éveillé au niveau des symétries du système aurait pu déjà clairement déterminer qu'il fallait se mettre à 3 distances du premier fil. Là.
compte tenu de la forme de la formule.